Merci à Patrick Martin-Genier d'avoir accepté l'invitation de Philo-Décrypte. Vous êtes professeur à Sciences Po, Paris, où vous enseignez le droit public. Mais d'après mes informations, vous n'êtes pas un pro-palestinien militant, ni un pro-Hamas, non. Votre passion, c'est l'Europe. Votre livre « Quel avenir pour l'Europe » est une référence pour les étudiants, mais aussi pour les journalistes, les élus. Plus de 500 pages qui retracent l'histoire de l'Union européenne et qui dressent des perspectives. Ancien magistrat administratif, proche de Raymond Barre avec qui il a collaboré, vous êtes aussi administrateur de l'association Jean Monnet et vous avez fait de nombreuses propositions, je ne sais pas si elles étaient bonnes ou mauvaises, aux différents présidents de la République qui se sont succédés. Et vous intervenez, tout le monde le sait, régulièrement sur la chaîne d'info en continu, LCI. Précis, rigoureux, mais jamais langue de bois. Vous êtes un Européen, bien sûr, convaincu, mais lucide. D'autant que, et je souligne, vous êtes lyonnais. Ancien élève de l'Institut d'administration des entreprises, où vous avez enseigné, comme à l'ENISA, je crois. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous savez l'essentiel. Donc en préparant ce débat, j'ai été étonné de constater que ceux qui parlent de l'Europe, pour ou contre, connaissent souvent mal comment fonctionne l'Europe. Moi, en tout cas, il m'a suffi de lire le livre de Patrick Martin-Genier pour mesurer l'ampleur de mon ignorance. Du coup, avant même d'engager ce débat, je vais vous demander, Patrick Martin-Genier, de combler notre ignorance, qui est souvent la source d'affrontements parfois violents entre pros et anti-européens. Ma première question sera une question plus personnelle. Comment vous, juriste, vous êtes-vous intéressé à l'Europe ? Eh bien, comme vous l'avez dit, j'étais étudiant à Sciences Po, j'avais 24 ans à l'époque. Alors, j'ai travaillé avec deux personnalités politiques, à vrai dire. Quand j'étais jeune, j'ai connu Michel Rocard. Et donc, ça a été ma passion dès le début. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui s'étaient battues pour l'Europe. Des pères de l'Europe, des collaborateurs de Jean Monnet, qui, comme vous savez, a été père de l'Europe. J'ai rencontré Maurice Faure, qui a été signataire des traités de Rome en 1957, et également Pinault, qui a été résistant, que j'avais rencontré à l'Élysée aussi. J'ai eu des discussions avec des responsables politiques. Bref, c'était mon combat pour l'Europe. Et à l'époque de la première élection du Parlement européen au suffrage universel, je venais d'étudier, de rentrer à Sciences Po. Donc Simone Veil en a été la première présidente. Et donc ça a été mon militantisme premier. Et j'ai pris effectivement des responsabilités au sein du mouvement européen. Bref, donc c'est comme ça que ma passion pour l'Europe est venue. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce concept ? J'ai rencontré des pères d'Europe, mais j'ai aussi rencontré d'autres personnalités qui avaient un profil plus, on va dire social-démocrate, mais aussi plus gaulliste. Ça va peut-être vous faire marrer, mais j'ai rencontré Maurice Couve de Murville, qui était le Premier ministre de Charles de Gaulle. C'était pas un Européen, lui, alors ? Non, il n'aimait pas l'Europe telle qu'elle était. Pour lui, c'était un machin, c'était la vision gaulliste de l'Europe. Mais c'était intéressant de voir quelle était sa conception d'une Europe des nations. Et finalement, ça a tendance à revenir maintenant, l'Europe des nations et non pas une Europe intégrée. Maurice Schuman également, qui était gaulliste. Bref, des résistants, qui avaient quand même cette fibre de la démocratie. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu. C'est la tolérance, la démocratie, les règles démocratiques. Est-ce qu'on veut encore préserver des valeurs ? Que ce soit les sociodémocrates ou les gaullistes, à l'époque, ils avaient quand même les mêmes valeurs, même s'ils n'avaient pas la même conception de l'Europe. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous demander pourquoi l'Europe ne fait plus rêver. On voit les derniers sondages, à peu près la moitié des Français ne vont pas voter, les jeunes, c'est encore pire. Alors, tout ça, c'est malheureux. Donc ça pose un grave problème. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tout le monde connaît ça. Hein. Ouais. Eh bien moi, j'ai envie de dire, pour paraphraser, que toute œuvre est mortelle, l'Union européenne est une œuvre, et donc dans l'Europe sous sa forme d'entité politique, elle est également mortelle. Voilà. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on n'entretient pas la flamme, cet intérêt pour l'Europe, oui, il y a véritablement un risque qu'elle meure. Et lorsque le président de la République dit « l'Europe peut mourir », et il a raison, en fin de compte, parce que si on ne s'y intéresse pas, si on ne se bat pas pour un ensemble politique qui défend un certain nombre de valeurs, fatalement qu'il n'y a plus de volonté réformatrice d'aller plus loin sur la voie d'une Europe intégrée. Moi, j'aime bien l'expression de Max Weber, lorsqu'il parle, vous savez, le politologue, sociologue américain, il parlait du désenchantement du monde. Et donc, j'ai envie de dire que ce désenchantement, il existe aujourd'hui, Marcel Gauchet, qui est également
un journaliste, philosophe, sociologue français, parlait d'un désenchantement qui s'applique aussi à la démocratie. En d'autres termes, avant, on s'est battu pour la paix, on s'est battu pour la démocratie, et aujourd'hui, on a tendance à oublier pourquoi on s'est battu pour l'Europe, les pères fondateurs. Marqué par la guerre. Marqué par la guerre, moi qui suis petit-fils d'immigrés italiens, mais quand je vois aujourd'hui, par exemple, qu'en Allemagne, on a quand même un gouvernement dirigé par une personne qui est issue d'un parti néofasciste, il faut le dire tel qu'il est. Lorsque je vois que... Vous parlez de l'Italie, non? L'Italie, qu'est-ce que je dis? Vous avez dit Allemagne. Ah non, non, l'Italie, pardon. Vous anticipez un peu sur l'Allemagne. Bon, ça montre que vous suivez. Dans les rues de Milan, il y a un mois, il y a eu des défilés avec le salut fasciste, d'accord? Donc on a autorisé ce genre de choses. Lorsqu'on voit en Allemagne le parti AfD, Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite, Qui est 15%. qui en est entre 15 et encore il est à 20% il y a quelques temps. Bon, ça peut inquiéter. Vox, un néo-franquiste en Espagne, et puis les gens qui se réclament de Salazar au Portugal, qui reviennent en force, qui sont devenus pratiquement le premier parti politique. Mais je veux dire, il y a un désenchantement, il y a une désinformation, on ne croit plus au projet politique de l'Europe, en tout cas l'Europe intégrée, un manque d'information. Il y a un désintérêt total. Pourquoi? Mais à l'heure des charges, parce que les institutions européennes, c'est extrêmement compliqué. Hein. Même des étudiants s'y trompent. Hein. Alors justement, comment fonctionne l'Europe? Alors d'abord, j'aimerais que, avant qu'on enterre l'Europe, vous me donniez 3 dates qui vous semblent essentielles, qui marquent les différentes étapes qui ont permis d'arriver à l'Europe d'aujourd'hui. Alors vous allez commencer sans doute par 1951, non? 50, ou la déclaration du 9 mai 1950, hein, Robert Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères, et dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, il décide de faire une grande déclaration inspirée par Jean Monnet. Et cette déclaration, c'était pour tenter de faire la réconciliation entre la France et l'Allemagne en créant ce qu'il avait appelé des solidarités de fait, le commerce, le charbon, l'acier. Et donc, c'est ce qui a permis... Donc l'année suivante, ça a permis la création de... La création, donc en avril 1951, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Donc ça, c'est la première date importante. Hein. Est-ce que c'est une date fondatrice? Ah oui, c'est une date fondatrice, parce que c'est vraiment le début de l'Europe intégrée, proposée par Jean Monnet, qui a permis de créer ce qu'on a appelé la haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de la Commission européenne. Combien de pays? Ben, il y en avait 6 à l'époque. L'Europe des 6, oui. L'Europe des 6. Et ensuite, deuxième date, le 25 mars 1957, la création de la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Mars 1957, la création de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec donc le marché commun. Et puis après, il y a une succession de traités, mais je dirais que c'est 1979 pour moi, la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Avec Simone Veil, c'était quand même extrêmement symbolique, première présidente du Parlement européen, aujourd'hui au Panthéon. Voilà, donc 3 dates pour répondre à votre question qui me semblent essentielles. Le dernier traité en date étant celui de 2009, le traité de Lisbonne, qui crée les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà quelques dates essentielles dans l'histoire de l'Union européenne. Deuxième question, on ne sait pas toujours comment fonctionne l'Europe. Il y a quand même 3 grands pôles, le Parlement, la Commission, le Conseil, mais aussi l'administration européenne. Donc ces 4 pôles de pouvoir, qui a vraiment le pouvoir en Europe aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? En termes institutionnels, alors il y a ce qu'on a appelé pendant longtemps le triangle institutionnel. Je peux faire un petit chemin. Allez, si vous voulez. faites un schéma. Il y a ce qu'on a toujours appelé, les juristes, le triangle institutionnel. Vous avez ici la Commission européenne, qui est présidée aujourd'hui par Ursula von der Leyen, qui est une Allemande, première femme à présider la Commission européenne. Et qui est en sursis? Qui est à Paris en sursis en ce moment parce qu'elle ne fait pas l'unanimité. Vous avez ensuite, alors, la Commission. Vous avez d'un côté le Parlement européen. Combien d'élus? Alors, il y en avait 705 jusqu'à présent, il y en aura 720 à venir. Hein. D'accord. Vous allez voter vous allez voter, vous, en France, pour 81 parlementaires. 81. Notez bien tout, je fais une récitation après. Hein. Donc, un Parlement, 720 députés, et on a ici le Conseil. Mais c'est quoi le Conseil? Attention, il ne faut pas se tromper. C'est le Conseil des ministres. D'accord? Alors, la Commission a l'initiative des lois.
et il les propose au Conseil des ministres et au Parlement européen. Alors comment fonctionne le Parlement européen? Parce qu'ils vont voter des lois. Alors peut-être que des lois, ça ne vous dit pas grand-chose, les lois européennes, mais vous avez sans doute entendu parler des règlements et des directives européennes. Ils ne votent pas de lois au Parlement, ils votent des règlements, des directives. Et donc, elles sont proposées par la Commission européenne, qui est l'exécutif, et ça part dans deux sens, en disant alternativement. Le Parlement, dont vous savez... C'est d'abord soumis au Conseil avant de passer devant le Oui, Parlement. alors d'abord au Conseil. Le Conseil, c'est le Conseil des ministres. Alors moi, j'ai pour habitude de dire que le Conseil des ministres, c'est un peu notre Sénat. Voilà. Pourquoi? Parce que vous savez, on dit régulièrement « Ah, mais tout ce qui se passe, c'est de la faute à l'Europe. C'est eux, c'est pas nous. » Il faut savoir une chose, c'est qu'au Conseil des ministres, qui est-ce qui siège? Ce sont les ministres nationaux. En d'autres termes, les ministres qui viennent du gouvernement français, allemand, italien, ils vont siéger ici. Et donc, ils vont... Et c'est toujours autour d'une loi ou d'un texte? Oui, absolument, toujours. D'accord. Donc, et le ministre sur le sujet que ça rapporte? Alors, c'est le ministre des Transports, c'est le ministre de la Justice. Tous les ministres de l'Union européenne, les 27 ministres. Donc, les ministres participent au processus. Ça, c'est important, il faut le savoir. Ils ont un droit de veto? Un droit de veto dans quelques domaines particuliers. Oui. La diplomatie? Voilà, diplomatie, la fiscalité aussi, par exemple. Fiscalité. On a vu aussi pour les sanctions à l'Ukraine. Bon, quand on n'est pas d'accord, on y arrive. Est-ce qu'ils votent? Oui. Donc, la majorité? Alors, c'est très technique. C'est 55% des États représentant 65% de la population. Ce qui fait que lorsqu'on propose une directive sur l'environnement, lorsqu'on propose une directive sur le contrôle technique ou une directive sur les marchés publics, eh bien, ces directives sont votées à la majorité qualifiée, mais c'est une majorité renforcée. C'est le poids des États. En d'autres termes, c'est les populations qui sont représentées, mais via un ministre. Il y a 27 personnes autour de la table. La Commission, aujourd'hui, ils sont autant que les États membres, même chose, 27. Mais attention, attention, comme c'est l'exécutif, ils représentent l'intérêt général de l'Europe. Et non pas leur pays. Et non plus leur pays. Comment sont désignés les 27? Oui, Par alors, leur gouvernement, j'imagine. non, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y en a une autre que je ne vous ai pas citée, qui est hors de ce triangle, c'est ce qu'on appelle le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est un super exécutif qui, on peut le dire, représente un chef d'État collectif. Il donne des grandes orientations. Voilà. Et donc, c'est devenu les responsables politiques suprêmes. Par exemple, ils vont dire à la Commission, veuillez préparer telle directive, veuillez préparer telle loi, et c'est la Commission qui prépare. Voilà. Alors, comment est nommée la Commission? C'est en fonction de la majorité politique qui se dégage lors des élections au Parlement européen. Ce qui veut dire que lorsque vous allez voter, quel que soit le vote, le bulletin que vous allez mettre dans l'urne, il va se dégager une majorité qui sera plus à droite, plus à gauche, plus au centre. S'il y a une majorité de droite classique qui se dégage, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement doivent le prendre en compte. Et c'est au final eux qui vont désigner une personnalité pour être président de la commission. Celle-ci va être désignée officiellement, mais que pressentie. Après, elle doit passer par le Parlement européen. Et c'est là que ça se joue. Il faut que le candidat désigné par les chefs d'État et de gouvernement obtienne une investiture au Parlement européen. Donc, il faut que Mme Ursula von der Leyen ou un autre obtienne son vote d'investiture du Parlement. Une fois qu'elle a obtenu son vote, elle va elle-même proposer le nom de commissaires, d'accord, membres du collège, qui, oralité, sont négociés sur une liste qui a été envoyée par les chefs d'État et de gouvernement. Une fois que la commission elle est composée, il faut qu'elle revienne, ou qu'il revienne, devant le Parlement européen pour obtenir une investiture. Il va y avoir des questions qui vont être posées à tous ces commissaires. Ils doivent individuellement être auditionnés par le Parlement européen. D'accord ? Donc c'est une démocratie parlementaire, on peut dire. C'est une démocratie parlementaire. Quand certains disent qu'on n'est pas en démocratie, que c'est une technocratie, que sais-je encore, on est dans une démocratie parlementaire. Il y a eu dans l'histoire des personnalités qui n'ont pas été acceptées. Et une fois que le Parlement, donc la Commission a reçu son investiture, c'est fini. Elle est élue pour 5 ans, elle va faire son boulot pour 5 ans. Composition politique du Parlement. Aujourd'hui. Le premier groupe politique, c'est le PPE, les démocrates chrétiens, la droite classique. Ça doit être de l'ordre de 200-250 sièges. Ensuite, vous avez le groupe social-démocrate, les socialistes, deuxième groupe politique au Parlement. Alors, Renew, c'est le groupe libéral, oui, les libéraux.
Renew sont rattachés aux libéraux. C'est un petit groupe. Qui est un pas très grand groupe au Parlement européen, effectivement. Mais n'oublions pas les Verts, les écologistes, qui ont un groupe très important, il ne faut pas les oublier. Donc voilà les principales forces. Et alors ensuite, naturellement, vous avez les nationalistes, enfin les... Oui, les nationalistes, populistes, mais qui sont... Alors comment ça se passe? Il y a une coalition en fait. Depuis le début de l'histoire du Parlement européen, il y a une coalition. C'est un mandat de 5 ans. Et donc depuis le début de l'élection du Parlement européen, la droite classique, modérée, se partage le pouvoir avec les sociodémocrates socialistes. En d'autres termes, pendant 2 ans et demi, vous avez un président ou une présidente de droite classique, modéré, et pendant 2 ans et demi, un président en alternance, oui. Voilà, social-démocrate, socialiste. Et l'actuelle, c'est Mme Metsola. Mme Metsola est maltaise, elle est de Malte, et elle est de droite. Le Parlement européen est essentiel, c'est eux qui vont vous représenter, nous représenter. Oui. Et le pouvoir du Parlement européen est considérable puisqu'ils votent également les lois. Ils vont voter les lois, ils votent les directives, ils votent les règlements. Et donc naturellement, si on vote bien à droite, la législation sera plus orientée à droite. Si on vote bien à gauche, ce sera plus à gauche. Et on voit aujourd'hui que, eh bien, vu les scores que vont faire l'extrême droite, il se pourrait qu'ils obtiennent entre 165 et 170 sièges au Parlement européen, sur 720. Est-ce que vous êtes partisan, et il y en a un certain nombre d'experts et de politiques qui sont partisans, d'une élection du président de l'Europe au suffrage universel direct? Alors, est-ce que ça simplifierait? Est-ce que ça rendrait plus efficace cette Europe? Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement contre et d'autres qui sont assez favorables. La difficulté, c'est oui, mais quel président? Vous voyez, c'est ça aujourd'hui la difficulté. On dirait qui. Je vous parle du principe. Hein. Le principe, oui, pourquoi pas. Mais il faudrait que l'Europe se réforme. Il y a trop de présidents, si vous voulez, une présidente dans cette Europe. Est-ce qu'on élirait le président du Conseil européen? Est-ce qu'on élirait directement le président de la Commission européenne? Est-ce qu'on élirait le président du Parlement européen? C'est une vraie difficulté. Et vous savez, il y a une blague, vous l'aviez... Kissinger, vous pouvez la dire si vous voulez. Non, allez-y. Kissinger qui disait, moi quand j'appelle Bruxelles, quel numéro de téléphone? Voilà, parce qu'on ne sait pas qui appeler en réalité. C'est extrêmement compliqué. Moi, je serais partisan, mais à condition que ça ne complique pas les choses. Et là, je ne vois pas vraiment, si vous voulez, en quoi ça pourrait améliorer les choses. Ce qu'il faudrait, c'est démocratiser les institutions. 4e pôle de pouvoir qu'on a oublié, c'est l'administration. 60 000 fonctionnaires, souvent accusés d'être les vrais patrons de la communauté européenne. C'est même moins que la ville de Paris, remarquez. Donc, bon. Au passage. Ouais. Alors, est-ce que c'est justement un fantasme ou une réalité, ce pouvoir de l'administration bruxelloise? Oui, c'est vrai, la Commission a beaucoup de pouvoirs technocratiques. Il y a un énorme pouvoir ici, technocratique, au niveau de la Commission. Et c'est vrai que ça manque parfois de contrôle politique. Ce sont des fonctionnaires qui sont extrêmement compétents, qui passent des concours très durs, mais qui sont dans une sorte de bulle administrative. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Moi, je n'ai jamais travaillé dans les institutions européennes, je le dis régulièrement, je les côtoie. Mais lorsque vous allez à Bruxelles, vous entendez un langage que vous avez vraiment du mal à comprendre, quoi. C'est un langage de bruxellois, de technocrates. Ils travaillent bien et puis ils ont la science infuse. Et évidemment, quand ils veulent rencontrer des élus, ils ont tendance à faire la leçon un peu. Mais c'est pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas le terrain. Et donc, il y a vraiment une bulle à Bruxelles. Et la Commission, oui, est extrêmement puissante. Un fonctionnaire, par exemple, peut décider de l'attribution des fonds structurels, des fonds agricoles, sans qu'il y ait véritablement un contrôle politique. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté. Une démocratie parlementaire transposée à l'Europe. Si vous voulez, lorsque vous regardez un régime allemand, ou même, vous savez, la 4e République, vous aviez un président qui n'avait pas beaucoup de pouvoir. Voilà, c'est un peu ça. Il désigne une personnalité qui était président du Conseil, Premier ministre. Il forme son gouvernement et puis il doit obtenir une investiture devant le Parlement, l'Assemblée nationale. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de pays européens qui vivent un peu sur ce régime parlementaire qui oblige justement à des coalitions. Voilà. Je dirais que le régime le plus autoritaire, si j'ose dire, c'est la France. Le système de la 5e République, où véritablement tout dépend du président de la République. Mais il faut que je vous dise une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bataille politique, bataille rangée très souvent, entre la Commission et le Conseil européen du chef d'État et de gouvernement. C'est pour ça que tout n'est plus aussi clair qu'avant. Ces deux institutions se battent. Vous avez peut-être vu comment M. Charles Michel, le président du Conseil, s'entendait très mal
avec Madame Ursula von der Leyen. Lorsque Madame Ursula von der Leyen et Monsieur Charles Michel se rendent en Turquie pour voir le président Erdogan, Charles Michel s'assoit dans un grand sofa, dans un grand fauteuil à côté du président Erdogan, et Madame Ursula von der Leyen a été reléguée dans un canapé un peu plus loin. Voilà, il y a un problème d'ego, il y a un problème de pouvoir. La Commission a aujourd'hui, elle a vraiment, véritablement le pouvoir, hein, puisque c'est elle qu'elle est intégrée dans le système décisionnel de l'Union européenne. Alors, il y a deux endroits où il faut l'unanimité. Les chefs d'État et de gouvernement sur certains aspects, la politique étrangère par exemple, hein, la politique de défense, de sécurité commune. Et ici, il en faut également sur l'unanimité pour la fiscalité, hein, sur les règles fiscales. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à harmoniser en matière de fiscalité. Les compétences européennes. Oui. Alors tout le monde dit l'Europe se mêle de tout, l'Europe se mêle de tout. Quels sont les grands domaines de compétences? En fait, quels sont les domaines de compétences où l'Europe ne peut pas intervenir? Vous savez, l'Europe n'est pas un État, hein. Donc, elle ne peut pas intervenir, par exemple, en matière de police. La police nationale, elle est nationale, il n'y a pas de police européenne, par exemple, hein. En matière de défense, le président de la République a évoqué le nucléaire est purement français. Et donc, ça veut dire que le nucléaire ne peut pas se partager. La défense, l'armée, tout ça, c'est purement national. Il y a un certain nombre de compétences d'accompagnement, hein, comme l'environnement, ce sont des compétences partagées. En fait, l'Europe va s'occuper de citoyenneté, va s'occuper de marché unique, le marché unique européen, de monnaie commune, oui. Le commercial, la monnaie commune, c'est essentiellement les deux domaines de compétences. L'agriculture. Et la politique agricole commune, c'est en effet une compétence exclusive de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, à part ces trois grands domaines, où l'Europe est compétente Disons que ce sont essentiellement des compétences partagées. Par exemple, l'environnement. L'environnement, c'est une compétence qui n'est pas obligatoire, mais toutes les directives de l'environnement relèvent de l'Union européenne. Tout ce qui est là, eh bien, ça relève des directives européennes. Alors, question plus générale, mais pour vous, Européens convaincus, est-ce qu'il faut approfondir l'Europe ou l'élargir, continuer à l'élargir? Alors, c'est une question un peu bateau, mais elle occupe une certaine place dans votre livre, et donc je me permets de vous la poser. On est 27 États membres, on vient de voir les compétences. Quelle est la priorité, élargir ou approfondir? Alors ça, c'est une question très très délicate, importante. En fait, dans l'histoire de la construction européenne, il y a eu ce que je vais appeler un triptyque. J'en parle dans mon bouquin. Le triptyque, c'était d'abord l'achèvement, il fallait achever l'Europe. Il y avait ensuite l'approfondissement, comment mieux approfondir les compétences, la démocratie, etc. Et l'élargissement. Donc l'élargissement ne venait qu'à la fin. Malheureusement, on ne commande pas l'histoire. Les événements s'imposent à nous, hein, naturellement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des exigences politiques qui ont fait qu'on n'a pas toujours respecté ce triptyque. La chute du mur. Et donc, la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, qui fait que d'un seul coup, tous les pays qui avaient été soumis au joug communiste pendant des années ont voulu intégrer l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'était synonyme de liberté. Il faut voir ce que c'est. Moi qui suis allé en Pologne au lendemain de la chute du communisme, je peux vous dire, à l'époque, il y avait encore le président Jaruzelski qui était communiste, et puis il y avait le premier président de Solidarność, le premier Premier ministre de Solidarność. J'ai vu que ce pays attendait énormément, c'était dans un état de sous-développement considérable. Et donc, j'ai vu comment était ce pays, et donc il y avait une aspiration à la liberté. C'était impossible de le refuser? C'était impossible de le refuser. Et à l'époque, je me rappelle être allé voir le conseiller européen de Jacques Chirac, qui était président de la République à l'époque, et c'est là où j'ai fait des propositions. Je lui ai dit, on ne peut pas laisser la Pologne comme ça, il faut accélérer le processus d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Bon, mais malgré tout, ça a quand même pris environ une dizaine d'années. Hein. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement exigeant. Donc il y a des exigences politiques, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et les États baltes. Hein. Aujourd'hui, et très rapidement, on a pratiquement doublé le nombre d'États. Et donc, voilà, on a doublé. Il y a eu, donc on est passé à 15, puis ensuite il y a eu la Grèce et le Portugal, parce qu'avant la Grèce et le Portugal étaient sortis de la dictature, donc ils ont rejoint effectivement les démocraties. Et ensuite, il y a eu les États baltes, il y a eu les États de l'Est, et voilà. Donc on est aujourd'hui à 27. C'est exactement la même chose qui se passe en Géorgie. Où aujourd'hui, on voit bien qu'en Géorgie, il y a une présidente isolée,
qui n'a pas beaucoup de pouvoir, face à un gouvernement pro-russe, pro-Poutine. Alors que des millions de personnes ont défilé dans les rues à Tbilissi pour l'adhésion à l'Union européenne. Avec des drapeaux européens. Oui. Avec des drapeaux européens. Et Mme Ursula von der Leyen s'est rendue là-bas. Et récemment, ce pays a obtenu le statut de pays candidat. Voilà, donc ça, c'est très important. Alors maintenant, il y a l'Ukraine. L'Ukraine. Je sais que ça suscite... C'est un débat, oui. Un gros débat. Et bien évidemment qu'il a aussi, ce pays, obtenu le statut de pays candidat, avec la guerre, effectivement, qui fait qu'il semblerait que ce soit une exigence politique. Personnellement, je pense que oui, il faudra que l'Ukraine intègre l'Union européenne, mais là, il y a vraiment des difficultés. Pourquoi? Il faut être clair, moi je ne suis pas à langue de bois. Politiquement, je pense que c'est très important. Ils ont besoin de nous, mais ce pays n'est pas en situation aujourd'hui d'adhérer. Premièrement, l'Europe n'a pas assez d'argent, on l'a dit. Il faudrait pratiquement doubler le budget de l'Union européenne pour donc aider ce pays. Pourquoi? Parce que si jamais ils viennent, eh bien, on va dire presque la moitié des fonds consacrés à la politique agricole commune en France et en Europe vont partir en Ukraine parce qu'ils auront bien plus besoin des fonds que nous. Avec une concurrence sur les produits. Avec une concurrence entre... Je ne vais pas jouer au populiste, mais entre le poulet à 1 euro qui nous vient de l'Ukraine et le poulet de Brest, vous voyez, il y a quand même une différence. Alors qu'on importe les poulets d'Ukraine, bien sûr, qu'on leur fasse un régime privilégié, oui, mais pas au détriment quand même des agricultures françaises et autres. Donc voilà, l'Ukraine n'est pas encore prête. Mais 37 en tout cas, pays, en perspective, 37 pays membres de l'Union européenne, vous pensez que ça va être gérable? Il faut savoir une chose, c'est qu'avant d'intégrer... Il y a 6 ou 7 étapes. Il y a ce qu'on appelle des chapitres, ça c'est très technique, des chapitres, des courses d'obstacles. Il y a des obstacles à franchir. La gouvernance économique, la lutte contre la corruption. Je ne vous cacherai pas qu'en Ukraine, quand même, la corruption est importante. Oui. La gouvernance politique, la démocratie, le respect de toutes les croyances, de toutes les minorités. Et tout ça, ce n'est pas évident, ça s'apprend. Et il y a différentes étapes qui doivent être validées à chaque fois par le Conseil des ministres, à l'unanimité. Vous voyez, donc ça veut dire que ça aussi, c'est quand même une course de fond très importante. Et ça prendra du temps pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que quand j'entends M. Zelensky qui s'impatiente, il faut peut-être lui dire d'abord que faire entrer un pays en guerre dans l'Union européenne, ce n'est pas d'une évidence, et que ça prendra du temps pour que ce pays s'adapte. Donc, selon moi, ça prendra une dizaine d'années avant que l'Ukraine puisse, le cas échéant, entrer dans l'Union européenne. On a parlé d'élargir et approfondir. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement favorables à un approfondissement de l'Europe, c'est-à-dire un élargissement de ses compétences, et peut-être un plus grand pouvoir de l'Europe sur le destin des différentes nations qui composent l'Europe. Voilà, donc je pense qu'effectivement, l'Europe a des grands défis aujourd'hui. Alors, parmi les grands défis, j'en ai identifié un ou deux, l'Europe sociale et de la santé. Avec ce qui s'est passé dans le Covid, on a vu que l'Europe avait quand même réagi très rapidement. Elle a été critiquée, la Commission européenne. Mais on a eu des blouses, des vêtements de protection, on a eu des masques et on a eu des vaccins. L'Europe a protégé ses citoyens, alors que l'Europe n'avait aucune compétence en matière de santé. C'est-à-dire qu'il y a eu un réflexe de survie, un réflexe où on s'est dit finalement il faut y aller. Et le fonds de relance post-Covid qui a permis d'investir. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est extrêmement bien passé. Tout le monde était d'accord parce que c'était véritablement l'enjeu de la santé publique. Donc pour moi, une des pistes à venir pour ce futur Parlement, ce sera d'aller sur le chemin d'une plus grande Europe de la santé. Et là, je pense que même à 27, les gens seront d'accord parce que de droite ou de gauche, je veux dire, après tout, la santé, c'est la santé. Donc je pense qu'il y aura une unanimité là-dedans. L'autre défi, l'environnement, les pactes verts, etc. Mais ça, c'est quand même acquis, même si aujourd'hui, les extrêmes droites, on va dire, mais il n'y a pas que, estiment que l'écologie est devenue punitive. Et enfin, l'autre priorité, ce sera la défense européenne. Est-ce que oui, nous sommes en situation demain de mieux nous défendre face à des conflits? Je rappellerai que pendant la guerre froide, certains pays consacraient entre 3 et 4% de leur PIB à leur défense nationale. Après la chute du mur, la paix s'est descendue à moins de 2%. Maintenant, on remonte à 2%. Dernier élément, sur la défense, des propositions ont été faites, notamment par Thierry Breton, qu'il y ait création d'un fonds européen de défense
qui soit doté de 100 milliards d'euros. Et donc là, quand vous disiez le budget, si on doit voter ça pour une meilleure coopération militaire, ce sera au niveau du Parlement européen d'accepter ce fonds européen de défense. Donc voilà, ça c'est un élément concret. On ne parle pas d'armée, on parle Oui. d'industrie de l'armement, c'est ça? On parle d'industrie de l'armement, il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de volonté de faire une armée européenne, on n'est même pas d'accord pour aller sur le terrain en Ukraine. Mais en revanche, il y a une réflexion sur un avenir stratégique et une meilleure coopération entre les différents États. Par exemple, nous, on a des Dassault, Dassault Aviation, nos Rafales, ils sont extraordinaires, des meilleurs, sauf qu'on n'en vend aucun en Europe. 60% des achats d'armement, ou 80% sont américains, je crois, en Europe. Voilà, donc on fait vivre l'industrie d'armement américaine. Petite question économique, on a parlé des différences entre ces 27 pays, des différences de niveau économique. On a dit tout à l'heure que c'était 16 000 milliards le PIB des pays européens. On s'aperçoit que ce PIB était à peu près équivalent au celui des États-Unis il y a 15 ans, qu'aujourd'hui les États-Unis, c'est pratiquement le double. Ouais. Est-ce que cette Europe qui a été créée, vous l'avez rappelé en 1951 avec la communauté, la CECA, du charbon et de l'acier, qui était au fond créée sur un argumentaire économique, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un des échecs de l'Europe vu le déclin économique, notamment face aux Américains? En réalité, on a toujours voulu tenter de faire l'Europe politique. L'Europe politique, une Europe qui soit visible sur le plan international. Et on n'a jamais véritablement réussi. Pourquoi? Parce que la politique étrangère, l'Europe politique, ça n'existe pas. Dans les années 70, il y avait un monsieur qui était belge, qui était commission, monsieur Davignon. Il avait tenté de créer une Europe politique, mais ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en réalité une puissance politique. Par exemple, très concrètement aujourd'hui, vis-à-vis du conflit israélo-arabe, la Commission européenne, l'Europe, tenez-vous bien, c'est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne. Donc pour tout le monde. Bref, tout ça pour vous dire que pour répondre à votre question, l'Europe politique, elle n'a pas existé parce que si nous sommes les principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne, on aurait dû être en situation de pouvoir aider pour la résolution politique de ce conflit, ce qui n'a jamais été le cas. Les Américains sont bien plus puissants que nous dans cette affaire que nous qui subventionnons l'autorité palestinienne. On fait des projets, ce qui est bien, mais on n'a pas la voix au chapitre dès lors qu'il s'agit de faire une négociation politique sur la création d'un État palestinien pacifique qui vivrait aux côtés d'Israël. Dernière question sur cette organisation, une question sensible, c'est celle des frontières. Ouais. C'est dans le débat, grâce aux souverainistes, donc grâce entre guillemets souverainistes. Quelle est votre position là-dessus? Ce qui est déjà extrêmement étonnant, c'est que en fait, ces frontières, ça conditionne à la fois la régulation des flux migratoires, mais c'est aussi ça conditionne une politique de défense commune. Oui. Pour savoir où sont les intérêts vitaux de chaque pays. Ah oui, il y a la défense des frontières. Alors, point de vue de... Alors, parlons d'abord migratoire. La migration, évidemment, aujourd'hui, il y a une volonté qu'il faut comprendre des peuples européens de mieux contrôler les flux migratoires, de mieux contrôler les frontières, ce qui est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, la Commission a renforcé les moyens avec Frontex, Frontex qui est l'organe de garde-côte qui est à Varsovie d'ailleurs, mais qui n'est pas doté de moyens suffisants. C'est quoi l'objectif? C'est de mieux protéger les frontières contre une immigration illégale, mais tout en protégeant le droit de solliciter l'asile, le droit des réfugiés, le droit de traiter les demandes d'asile. Vous voyez, ça c'est c'est ça la difficulté aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup d'immigration illégale, beaucoup des personnes, je connais très bien la problématique du droit d'asile, sollicitent l'asile en France. Et donc c'est ça aujourd'hui. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait Schengen, qui était la protection des frontières, on n'imaginait pas à quel point les flux migratoires seraient aussi importants. C'était, voilà. Donc, à votre avis, c'est quand même quelque chose qu'il faut réviser. Est-ce que vous iriez jusqu'à la double frontière, c'est-à-dire rétablir d'une certaine façon les frontières nationales, notamment pour les gens qui n'ont pas la nationalité, qui se retrouvent en Europe? Ah non, mais c'est déjà effectif. Il y a la possibilité de faire une double frontière, c'est-à-dire que normalement, Schengen, c'est quoi? Le principe, c'est lorsque vous rentrez régulièrement dans l'Union européenne, enfin dans l'espace Schengen, il y a d'autres pays hors Union européenne qui sont dans Schengen, eh bien, vous pouvez circuler librement dans l'espace Schengen, essentiellement l'Union européenne. Et si vous avez écouté Madame Le Pen hier qui est passée dans ce débat, elle a proposé de rétablir les frontières à l'intérieur de l'Europe. Il n'y a pas qu'elle, la Pologne l'a fait, l'Allemagne l'a fait,
Parce que le traité prévoit qu'en cas d'urgence, il est possible de rétablir les frontières internes. Ce qui était le cas à Menton, à Vintimille, dans le sud de la France, avec un afflux de migrants qui arrivaient de l'Italie. Madame Mélanie a dit allez-y, allez-y. Donc c'est sûr que là, il y a un problème, il y a une vraie problématique. Et l'Europe a tenté de répondre à cela, notamment avec le pacte Asile-Immigration, qui vient d'être voté. C'est un plan qui a été proposé précisément par Madame Ursula von der Leyen il y a 4 ans quand même. 4 ans. Récemment, le Parlement européen, c'était au mois d'avril, a voté ce pacte Asile-Immigration et il a été définitivement entériné par le Conseil. Donc ça a mis 4 ans. C'est quoi l'objectif? C'est de mieux contrôler les frontières tout en permettant une meilleure intégration des gens qui seront reçus, mais surtout une innovation, je ne sais pas si ce sera le cas, de créer des zones, des sortes de centres de rétention, tampons, oui. des zones tampons, où les personnes qui arriveront de l'étranger pourront déposer une demande d'asile à l'extérieur ou aux frontières de l'Union européenne. Vous voyez? Alors c'est tout le débat, d'ailleurs, de Le Pen, on en a parlé hier. Ouais. Il y a 15 pays qui ont signé, vous avez vu il y a quelques jours, qui ont envoyé, à la suite du vote de ce plan, Oui, absolument. qui ont envoyé 15 pays sur 27, c'est donc pas mal, Ouais. qui ont envoyé une demande pour qu'on renforce encore ces contrôles migratoires. Voilà. Et dans cet aspect migratoire, c'est de faire en sorte que les demandes d'asile soient réalisées à l'extérieur. Le juriste que vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'ai toujours milité pour les valeurs européennes. Vous voyez où ça me mène, la démocratie, la tolérance, etc. Donc je ne voterai pas pour les listes extrêmes, quoi qu'il arrive. Et donc, moi, je pense que juridiquement, ça pose véritablement des problèmes. Ça peut être un problème d'ordre constitutionnel, ça peut être un problème légal. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez vu qu'un pays qui est sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni, a décidé de créer des zones de rétention pour instruction au Rwanda. Au Rwanda. Qui serait considéré comme un pays sûr. Ça fait 2 ans que ce truc a été voté, il a été revoté il n'y a pas longtemps, au motif que la Rwanda est un pays sûr. En réalité, aucun avion n'a jamais décollé. Pourquoi? Parce que ça a été interrompu par les juridictions britanniques et par la Cour européenne des droits de l'homme en disant que ça ne garantissait pas le droit des personnes humaines. Donc, les premiers ministres successifs ont dépensé de l'ordre de 200 millions de livres pour financer le Rwanda. Pas un seul migrant n'est parti. L'effet pervers, c'est que beaucoup d'immigrés au Royaume-Uni ont peur, naturellement, donc sont partis se cacher. Beaucoup ont pris le bateau pour passer où? En Irlande du Nord, la mer du Nord. Et vous savez qu'entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, il n'y a pas de frontière, ce qui fait que potentiellement, beaucoup vont passer par la République d'Irlande et donc entrer dans l'Union européenne. Dernier exemple, en Italie, où les juridictions ont été amenées à se prononcer. Voilà. Et donc, bref, Mme Meloni, qu'est-ce qu'elle a fait? Mme Meloni, elle a dit je ne veux plus de ces migrants. La première chose qu'elle a faite d'ailleurs, c'est qu'elle a appelé Mme Ursula von der Leyen, parce qu'elle est au gouvernement, je veux l'aide de l'Europe. Mais ils viennent de créer quelque chose, ce sont des centres d'études des demandes d'asile devenus où? En Albanie. En Albanie. Voilà. Et le premier centre a été construit au mois de mai, là. C'est-à-dire que les migrants qui arriveront en Méditerranée, en Adriatique, seront dirigés vers l'Albanie pour l'instruction de leur demande d'asile. C'est déjà mieux que le Rwanda. Bon. C'est déjà mieux que le Rwanda, mais je rappellerai que l'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne. Ils sont candidats? Non, même pas. Ah non, même pas eux, pas pour l'instant. Beaucoup de corruption, beaucoup de mafia. Mais elle a le droit de faire ça, oui. Bah, théoriquement, oui, elle conclut, ce sont des accords, des traités entre 2 États. Il y a une contrepartie financière, Bien évidemment. sûr. Voilà. La difficulté, c'est qui sera d'accord, moyennant quel avantage, pour mettre des centres d'études à l'extérieur de l'Union européenne. Alors, il va y en avoir en Albanie, ou il y en aura où encore? Je me pose la question. Pour moi, Pour essayer la Suisse, non? voilà. Ça pose un véritable problème. Pourquoi? Parce que ça peut remettre en cause le principe dit de non-refoulement, d'accord, et le principe d'accueil des réfugiés, la Convention de Genève de 1951, qu'on protège mieux les frontières, oui, mais là, il y a véritablement un risque d'illégalité au regard des traités, et donc autant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour européenne des droits de l'homme et nos institutions nationales, nos juridictions nationales pourraient être amenées à se prononcer là-dessus. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. En tout cas, politiquement, il y a un package, comme on dit en anglais, qui a été voté. Ce sont des directives. Le pacte d'asile et d'immigration, ce sont des directives, donc votées par le Parlement européen. Donc on verra après, parce qu'une directive, ça fait minimum quelques années avant d'être appliquée. Donc voilà, donc on verra. Package qui peut peut-être être renforcé ouais, à l'issue des élections tout à fait. européennes. Précisément parce que
comme vous avez dit, la droite, les extrêmes droites, on va dire, hein, même si elles sont diversifiées, pourraient obtenir, comme je vous ai dit, entre 165 et 170 sièges. Par exemple, Quel est votre pronostic, là, justement? Mon pronostic, écoutez, j'ai essayé de faire des calculs, je ne suis pas très fort en mathématiques, il y en a peut-être plus qui sont profs de maths ici, mais c'est un scrutin, en tout cas en France, on va rester en France. C'est un scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'il faut dépasser les 5% pour avoir un siège. C'est partout comme ça en Europe, hein, on est d'accord. Petite parenthèse, est-ce que vous seriez partisan d'un scrutin européen? C'est-à-dire plus national, mais européen? Si vous parlez allemand, italien, une autre langue de l'Union européenne, vous pouvez être candidat sur une autre liste, mais c'est extrêmement marginal. Je termine mon pronostic. Ici, 81 sièges, donc très clairement pour nous, quoi. Et donc, si la liste, on va être très clair, hein, si la liste de M. Bardella obtient, on va dire, entre 32 et 33% des voix, il pourrait obtenir entre 35 et 40 sièges. Perspective, les extrêmes droites en France pourraient rafler la moitié des sièges. Et en Europe? À peu près 200, en Europe, 200 sièges, oui. Ouais, entre 170 et 200 sièges, si la tendance comme ça continue. Alors bon, pour terminer, les pronostics, les listes qui obtiendront entre 14 et 16%, vous voyez, Mme Millet, M. Glucksmann, ils auront sans doute entre 14-15 sièges chacun. Mme Maréchal aura peut-être quelques sièges. Dès lors, vous obtenez 5%, les Verts, LFI, les Républicains, eh bien, obtiendront entre 5 et 6 sièges. Et sur le plan européen, alors, est-ce que les grandes masses que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la droite classique, les sociodémocrates, est-ce qu'ils seront toujours capables, avec les libéraux, de tenir le Parlement européen, ou ça va être plus compliqué? Ça risque d'être plus compliqué, parce que autant ils vont essayer de continuer ce partage, en quelque sorte, des pouvoirs au Parlement européen. Il faut savoir une chose, c'est que si l'extrême droite obtient 170 sièges, ils vont obtenir une vice-présidence du Parlement européen, hein, ils vont obtenir des présidences de commission, et donc il faut savoir que ça ne va pas être neutre. Donc demain, très certainement, les extrêmes droites vont avoir une vice-présidence du Parlement européen. Ils vont peser plus lourd, oui. Ils vont peser. Oui, alors les menaces, elles sont peut-être multiples. La première, à mon avis, c'est on n'aime plus l'Europe. On n'aime plus l'Europe. On ne sait pas ce qu'elle fait, on n'est pas informé, il y a des désinformations, et on cède à la désinformation. Hein. Le manque d'intérêt. Alors, j'ai pour habitude de dire, est-ce qu'on est amoureux de la Ve République? Pas plus. Hein. Mais la Ve République, elle vit son petit bonhomme de chemin. L'Europe, on ne milite plus. Moi, j'étais à des rendez-vous, grands rendez-vous européens pour défendre l'Europe. Tout ça, que nenni, il n'y a plus rien. On ne veut plus défendre l'Europe. C'est un terroir caisse. Il n'y a plus de signification politique. Et pour répondre à votre question, il y a ça et le blocage institutionnel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables d'avancer ensemble sur un maximum de sujets. Donc, nous sommes complètement paralysés. Et la réforme aujourd'hui, c'est de passer à la majorité qualifiée sur la quasi-totalité des trucs, notamment la fiscalité. Est-ce que vous pensez qu'il faut réduire le nombre de pays membres? Il y a même certains Européens qui disent que la Hongrie, peut-être qu'on peut la pousser dehors. Donc est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de pays membres, ça ne nuit pas à l'organisation et l'efficacité européenne? Alors, Europe à deux vitesses ou pas? Deux vitesses, c'est ce qu'on appelait l'Europe des cercles concentriques. Les cercles concentriques, oui, pouvoir renforcer l'Europe à quelques-uns, peut-être un noyau dur. Mais l'Europe à deux vitesses, elle existe déjà. L'euro, pas tous les pays ont l'euro. Tout le monde n'a pas l'euro. Schengen, c'est pas automatique. Il y a des pays extérieurs qui sont à Schengen. Et donc, cette Europe des cercles concentriques, c'est possible, sachant qu'il y a une disposition dans le traité, c'est qu'on peut avoir une coopération renforcée si 9 États membres décident d'aller plus loin dans un domaine. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par exemple, si demain on n'arrive pas à faire l'Europe de la santé, d'un seul coup, 9 États pourraient décider, oui, nous allons faire une véritable espace de santé où il y aura une compétence de l'Europe, la nouvelle Europe, en matière de santé. Et ça, en matière de social. Et les autres ne peuvent pas bloquer. Et les autres ne peuvent pas bloquer. Ce sera la majorité qualifiée. S'il y en a 9 qui veulent avancer ensemble, personne ne peut les empêcher. Attention de ne pas mettre sur le dos de l'Europe, ce qui normalement est de la compétence nationale. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu que, tiens, à Lyon, il n'y a pas longtemps, un étranger en situation irrégulière a sorti le couteau dans le métro et a voulu assassiner quelqu'un. Et on a dit, il est sous OQTF, obligation de quitter le territoire depuis 2 ans. Là, il y a peut-être une défaillance, mais qui n'est pas celle de l'Europe. Elle est purement nationale. C'est-à-dire que s'il y a un taux d'exécution extrêmement faible
des obligations de quitter le territoire. Voilà, tout ça, ce sont des manquements purement nationaux. Il faut renforcer la coopération en matière de police, justice, avec le parquet européen, élargir peut-être les compétences du parquet européen. Ça, c'est effectivement un défi. Dans votre livre, vous dites que l'Europe n'est pas simplement une zone commerciale. Vous avez parlé de tiroir-caisse tout à l'heure. C'est aussi une réunion de pays qui portent des valeurs communes, qui soutiennent la démocratie. Alors, où on en est de ça? Aujourd'hui, malheureusement, vous savez, on parle du retour des dictatures, mais on parle aussi du retour des pouvoirs autoritaires en Europe. M. Orban, pour ne pas le citer, il n'y a plus de presse libre en Hongrie. Les communautés, les minorités ne sont plus respectées. Il y a des stigmatisations des communautés. La démocratie, le pouvoir n'a plus le Parlement n'a plus vraiment le pouvoir parce que M. Orban a réformé la Constitution. Mais après tout, le peuple a voté pour M. Orban, là aussi. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi assumer les votes que l'on fait. Et donc, ce sont des gens qui ne respectent plus les règles de droit, la démocratie, les valeurs. Ce n'est pas acceptable. Mais dans le traité, il n'y a aucune clause qui permette d'exclure un pays. Voilà. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Autant un pays peut quitter l'Union européenne, autant il peut y avoir des sanctions, mais c'est extrêmement C'est compliqué. impossible d'exclure un pays. On ne peut pas exclure dans le traité. Est-ce que vous seriez favorable, vous, est-ce qu'on intègre dans les textes fondateurs de l'Europe cette notion de valeur autour de la démocratie, etc. C'est déjà l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Mais oui, exclure, peut-être pas, mais avoir un système de sanctions qui soit extrêmement plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'au final, pour sanctionner un pays, il faut l'unanimité, encore une fois. C'est une des réformes envisagées, une des priorités. Mettre un terme à la quasi-totalité des domaines dans lesquels on vote à l'unanimité. Mettre un terme à cette unanimité, notamment en matière fiscale. C'est étudié. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il faut dire que l'Europe, c'est l'avenir pour les jeunes. Éviter de casser du sucre sur l'Europe constamment. Parce qu'à un moment donné, on dit tout et n'importe quoi. Quand il n'y avait pas le marché unique, les entreprises avaient des coûts considérables de franchissement des frontières. Le coût de la non-Europe, ça coûtait extrêmement cher. On est le premier pôle commercial au monde quand même. Moi qui ai voyagé, la France, l'Allemagne, l'Italie, on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est l'Europe. Et donc l'Europe a vraiment une aura très importante et qui a une réputation. Et je pense que c'est un ensemble qui devrait évoluer vers plus d'identité politique, mais à condition qu'il y a un militantisme pour l'Europe, et aujourd'hui, je n'en vois plus. C'est ça le problème. On va conclure avec une dernière question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'Europe? Moi, je vais être optimiste, fondamentalement, oui, à condition qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise, il faut la réformer, il faut aller. Et si certains ne veulent pas y aller, qu'on se remette, comme disait monsieur, à quelques-uns pour qu'on avance plus en profondeur. Merci. Merci. Bon.